Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et nous voilà de retour, Parole Vivante, l'émission qui titille les consciences et chatouille vos cœurs et nos cœurs. Je suis heureuse, votre humble servante Marie-Ange, d'être là pour animer cette émission qui, je vous l'assure, va nous faire retourner notre cœur, notre cerveau. C'est un thème fort, je trouve. Pas besoin d'être fou et folle pour consulter un ou une psy. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas besoin d'être fou ou folle pour consulter un psy. Et j'ai l'honneur d'avoir autour de moi Lucas, qui est aujourd'hui, il est à la technique pour nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Lucas, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Merci pour ta présence. Avec plaisir. Et nous avons l'honneur aussi d'avoir Olivia qui est à distance mais très présente. Olivia, nous entends-tu ? Oui, je vous entends. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu, belle Olivia ? Ah bah écoute, ça va très bien. Désolée de ne pas pouvoir être présente physiquement aujourd'hui, mais je suis très contente de pouvoir l'être quand même si c'est loin de vous. Écoute Olivia, tu es là avec nous et c'est déjà très important. Et puis tu as aussi une vie de maman et tu as réussi à concilier les deux aujourd'hui. Je t'en remercie. Voilà, et moi je remercie ma fille de encore faire une sieste le matin. Oh, bah, on lui envoie plein de bisous. Mais nous avons aussi la joie d'avoir le père en face, qui est aussi un animateur de choc. Bonjour Yannick. Eh bien bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là, cette fois-ci face à toi, Marie-Ange, oui. en présentiel, en direct. Et je suis très content. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a tellement de messages qui sont déjà arrivés. L'émission démarre à peine. Et je remercie tous ceux et celles qui écoutent d'emblée. Je suis en train de partager avec vous les différents réseaux. Et donc, je remercie Christelle. Je remercie les personnes qui ont déjà laissé des messages. J'essaie de faire comme je peux. Je remercie également Clémence. Je remercie également Alain. Je remercie Léa. Je remercie Julien. Vous avez compris, vous êtes déjà beaucoup à avoir laissé des messages. On lira au fur et à mesure de l'émission. Merci Yannick et je me tournerai bien volontiers vers toi. Quelques mots d'introduction pour notre thème. J'aimerais Marie-Ange, si tu me permets juste avant de dire à notre belle Olivia, comme tu viens de le dire tout à l'heure, que du coup on entend tous les petits bruits qu'elle fait dans son salon. Mais j'en fais aucun dans sa cuisine. Voilà, on a entendu des petits mais pas du tout. Petits bruits, écoute, si tu voyais, je suis assise confortablement. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle buvait un thé ou un café tout à l'heure, je pense. Voilà, merci. Peut-être que je buvais de l'eau, en effet. Après cette introduction joyeuse, quelques mots sur le contexte dans lequel nous sommes. Alors bien sûr, nous parlons de la France, mais je sais que vous nous écoutez aussi dans d'autres sphères, que ce soit sur le continent africain et peut-être même au-delà. Donc bien sûr, c'est à prendre avec... voilà, vous regardez aussi votre réalité qui n'est peut-être pas celle complète de notre pays où nous sommes aujourd'hui. La France est un des pays les plus grands consommateurs au monde d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères. Elle est aussi un pays qui consulte très peu ou peu les psys et qui va donc prendre un rendez-vous. Seulement 4 millions de personnes auraient consulté, d'après les enquêtes, au moins une fois un psy au cours de leur vie. Alors que nous voyons dans d'autres pays, consulter un psy est très naturel et ne pose pas de problème. La démarche se fait aussi naturellement qu'aller voir un médecin du corps. La souffrance psychologique est prise en compte dans ces pays de la même manière que la souffrance physique. Et je profite avec cette introduction pour dire qu'on peut aussi aller utiliser les termes de médecin de l'âme quand on parle de psy. Et il faudra qu'on se mette d'accord sur l'âme et quels sont tous ces psys. Commentaires, réactions déjà sur ces quelques mots et nous poursuivrons.
Alors, moi, si je veux juste faire un commentaire personnel, et puis après, Olivia interviendra quand elle le voudra, mais moi, je suis d'une culture où on considère que la psychologie n'est pas forcément quelque chose je ne veux pas dire de bien, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans ma culture, en tout cas quand j'étais enfant. J'espère que ça a pu évoluer, parce que j'ai déjà moi-même eu affaire à des psychologues, et je me suis rendu compte de tout le bienfait que ça pouvait, le bien-être que ça pouvait apporter. Mais il n'empêche que je considère qu'il y a des cultures comme la mienne, en tout cas, qui ont certainement un peu de retard sur le sujet, mais je pense que c'est très, très, très culturel. Et d'ailleurs, on a un message de Théobald, pardon. J'ai vu Théo, donc c'est Théobald qui nous dit: aller chez un psy ne signifie pas que vous êtes fou ou faible. Voilà ce que nous dit Théobald, pardon, qui nous dit aussi que j'ai moi-même consulté régulièrement des psychologues et ça m'apporte énormément de bien-être dans ma vie. Voilà ce que nous dit Théobald, pour commencer. Merci Théobald pour ton témoignage. Je me tourne vers toi, Lucas, si tu peux nous mettre le témoignage de Marie-Ange, parce que je me suis enregistrée, et nous aurons d'autres témoignages audio et écrits. Très bien. Ce qui m'a amené à consulter une psy, il y a fort longtemps, j'étais à l'aube de ma trentaine. J'étais dans un profond malaise et je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Je pensais avoir tout pour être heureuse. J'avais un boulot, j'avais une relation amoureuse qui me semblait stable. Et puis, je me sentais pas bien. Il y avait de la tristesse, il y avait un fond de dépression qui m'engluait. Et j'avais été saisie par les mots d'une amie en formation, quand j'étais en formation d'animatrice socioculturelle, qui m'avait parlé de son expérience avec une thérapeute, où elle s'était profondément sentie écoutée, non jugée, et que ça l'avait vraiment aidée à se libérer, à ressentir du mieux-être, à avancer dans sa vie de femme et de mère. Et ces mots sont revenus, ont résonné en moi. Et j'ai fait la démarche d'aller consulter une psy. Et j'avais choisi une psy qui était psychologue, psychanalyste et qui avait une ouverture sur la dimension spirituelle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ce qui m'a bouleversée chez cette femme, en plus de tout le travail de libération, de compréhension et de commencer un peu à m'aimer, c'était quand elle me regardait et elle me serrait la main au début de la séance, à la fin. Je sentais un amour, une douceur, une bienveillance, au-delà de la bienveillance, une compassion qui m'a transpercée et qui a nourri vraiment mon être qui était vraiment misérable, voilà, intérieurement. Merci. Voilà, quelques mots de mon expérience, pour parler aussi de cette expérience singulière qu'est-ce qui nous amène à consulter. Je profite aussi pour dire que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on peut avoir vraiment une altération avec la maladie des fonctions de la santé, et on retrouve ça aussi dans le règne animal ou végétal. Donc bien souvent, quand on dit malade, on parle aussi de patient. Et je pense que la santé est aussi bien physique que psychique. C'est vraiment très important de prendre en compte les deux. Et aussi, par rapport à la folie qui est utilisée comme un mot très commun, très courant, on pourrait dire qu'il y a la névrose et la psychose. Alors, je ne vais pas faire de cours de psycho, mais la névrose, on est tous névrosés. Voilà. Et on a parfois conscience de nos difficultés, des choses qui nous ont fait mal. Parfois, on a conscience de certains traumatismes. Alors que la psychose, on n'a pas conscience de l'altération, du désordre mental dans lequel on est. Alors, je cherche mes notes pour vous donner une définition plus précise.
Et la psychose vraiment va se traduire par un désinvestissement de la réalité extérieure. On peut même être dans un mécanisme de déni, hein, on ne s'en rend pas compte. On va avoir un surinvestissement, on va vraiment s'investir soi-même. On va avoir une perte de la réalité qui peut se manifester par des délires, des hallucinations. Et on peut dire qu'une personne psychotique est vraiment en rupture avec la réalité, hein, et avec le monde qui l'entoure. Et avec cet état, elle peut avoir des ruptures familiales, professionnelles, sociales. Et on dit d'ailleurs, elle vit dans son monde. Et souvent, les troubles des psychoses sont graves parce qu'elles vont créer des invalidités majeures. Parfois, il va y avoir des hospitalisations qui vont être durables. Une prise de médicaments quotidienne est souvent inévitable pour stabiliser la personne parce que sa pathologie va altérer gravement sa personnalité. Donc, vous avez entendu parler de la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Donc, vous voyez bien que quand on parle de qui va voir un psy, c'est vous, c'est moi, c'est quelqu'un voilà, que vous croisez. Et on ne parle pas de la folie. Et là, quand il y a de la folie, bien sûr, la folie grave, hein, la quand on parle de psychose, on va voir un médecin psychiatre. Voilà, c'est très important. Et même si on est très névrosé, on peut aussi avoir affaire à un médecin. Parfois, il est nécessaire d'avoir un soutien d'un psychiatre et médicamenteux pour faire face à une dépression sévère qui peut surgir dans notre vie. Commentaires, réactions? Alors, je ne sais pas si Olivia, elle est toujours avec nous, si peut-être que tu veux intervenir. Olivia, comme tu es à distance et par téléphone, c'est pas forcément évident. Petite précision. Du coup, je suis à distance et les sons sortent pour les auditeurs qui sachent des casques, donc je n'entends pas les audios que vous passez. Donc, du coup, heureusement, la Marie-Ange a complété parce que sinon, je ne savais pas lequel vous écoutiez. Moi, je reviens sur mon expérience personnelle. Je pense que je suis un ovni dans ma famille parce que je dois être celle qui a suivi le plus de thérapie. Et pourtant, je ne suis pas folle du tout. J'en ai juste eu besoin à des moments et des étapes différentes de ma vie. Et pour autant, j'ai pas du tout été éduquée dedans. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont je parle à mes proches parce que déjà je pense que je suis déjà assez bizarre à leurs yeux, en tout cas très différente d'eux. Et du coup, j'allais pas en rajouter parce que c'est sûr qu'en fonction de nos vies et de notre passé, on n'a pas forcément la même vision des choses. Et moi, je suis de deux cultures et du côté paternel, c'est des Antillais. Et du coup, même quand ça va pas, on n'en parle pas à quelqu'un de l'extérieur, à la rigueur, à la famille. Mais bon, comme dans toutes les familles, en fonction de à qui on le dit, on ne sait pas si ça va être bien gardé. Et puis, les membres de notre famille ne sont pas forcément thérapeutes. Donc, parfois, ça peut peut-être empirer ou en tout cas ne pas aider. Donc, du coup, moi, j'ai décidé quand j'avais des questionnements sur moi, des soucis et ma position, on va dire, dans ma vie, et j'ai fait appel à quelqu'un d'autre. Et en fait, en plus de m'aider, ça m'a beaucoup apporté. Point de vue connaissance et puis culturel, d'aller voir différents thérapeutes parce que c'est une vraie ouverture d'esprit en fait. Donc en effet, on a de toute façon, je pense, comme disait Marie-Ange, on a tous des névroses, hein. Donc on aurait tous besoin d'aller voir quelqu'un, peu importe qui, hein, je parle pas forcément d'un psy, et ça peut toujours nous aider en fait, et parfois nous étonner ou nous ouvrir à d'autres choses en fait. Ça peut provoquer aussi un déclic. Ouais. Merci Olivia pour ce partage. On a sur le chat Clémence qui nous dit qu'elle pense qu'il y a des personnes qui ne consultent
pas par honte ou par gêne. C'est quelque chose qui revient souvent dans les différents messages que l'on a. Les personnes qui ne consultent pas le psychologue par honte. Alors je ne sais pas. Alors moi je parlais de ma culture tout à l'heure et il est vrai que ça c'est très ancré dans la culture afro-caribéenne. J'allais dire la honte ou la gêne de consulter. Alors peut-être qu'elle peut nous dire si elle est aussi issue de cette communauté. Et si ça ne l'est pas, ça pourrait peut-être montrer aussi que cette question de honte ou de gêne ne naît pas avec les personnes de couleur noire et que c'est quelque chose d'assez général. Pour autant, voilà, c'est Clémence qui nous dit ça. On a aussi un message de Thierry qui nous dit consulter un psy peut aider à résoudre des problèmes émotionnels ou comportementaux. Il nous dit aussi les gens de tous les âges, de tous les milieux peuvent tirer profit d'une discussion avec un professionnel. Voilà ce que nous dit Thierry. Qu'est-ce que je vous sélectionne donc Nicolas nous dit consulter un psy n'est pas réservé aux personnes qui ont des problèmes mentaux. C'est un moyen efficace pour travailler sur soi-même et améliorer sa vie. Voilà pour les quelques messages qui nous sont laissés. J'en ai beaucoup qui sont laissés depuis 9h45 alors que l'émission n'avait pas démarré encore. Mais voilà, je vais essayer de remonter au fur et à mesure un certain nombre de messages en les sélectionnant. Merci Yannick pour ces partages. Merci Clémence, Thierry, et j'ai oublié le nom du dernier éditeur que tu as cité. Merci à lui. Merci à, merci à vous. Alors, je reprends quelques termes que j'ai entendus. Olivia nous dit ça peut nous aider, ça peut nous ouvrir. C'est vrai, on a besoin d'être aidé dans nos vies, ça paraît une évidence. Et puis, j'aime l'image que quand on a besoin de se regarder, notre image même, notre enveloppe charnelle, on va regarder un miroir ou dans l'eau pour avoir notre reflet. Et je trouve que le tiers qui est le thérapeute, il va nous se réfléchir à nous-mêmes. C'est-à-dire, il va nous renvoyer une image de nous qui va nous éclairer sur nous-mêmes. Il va ouvrir des fenêtres qui parfois sont fermées chez nous. Et c'est en ça que je trouve ça aussi très stimulant, cet accompagnement. Et il ne révèle à toi ou à nous que ce qui est déjà présent et endormi ou enfermé ou enquisté, ou qui est peut-être coincé dans une crypte intérieure et qui demande à être ouverte, cette crypte, avec délicatesse et sûrement lentement, parce qu'autrement ça peut être très violent, hein, surtout quand il y a des traumatismes. Et tu as dit nous ouvrir. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Et je trouve que c'est peut-être prétentieux de penser, mais ça c'est mon point de vue, qu'on peut s'en sortir par soi-même. Alors il y a peut-être de rares élus qui arrivent, mais quand tu as la tête dans le guidon, dans les pieds dans la vase et que tu as besoin d'aide, à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui te tienne la main pour en sortir. Parce que bien souvent, quand on va mal, il se passe des choses qui nous font régresser. On va avoir des comportements disproportionnés ou pas adaptés et on est coincé dedans. On voudrait en sortir et parfois l'autre, c'est lui qui va nous permettre cette sortie, cette révélation. Et puis, vous avez parlé, Clémence, tu as parlé de honte et de gêne. Oui. Alors ça, la honte, elle nous emprisonne. C'est-à-dire, elle emprisonne notre parole, elle emprisonne nos corps. Elle nous, vraiment, c'est... Et oser se dévoiler à quelqu'un, si tu l'as vécu avec un ami ou une amie déjà, ou dans le cadre amoureux, quel bénéfice on en tire? C'est-à-dire on se sent aimé tel qu'on est, et on peut pleurer, on peut crier, on peut rager, et tout d'un coup on sent quelque chose qui peut se libérer en nous. Et d'ailleurs, elle rajoute, Clémence, que la honte vient sûrement du manque de communication qu'il y a dans certains traits de caractère. Et moi, je partage parce que, en réalité, moi, j'ai grandi aussi comme ça dans mon éducation. C'était pas quelque chose de naturel d'aller voir un psychologue. C'était un peu, je sais pas si vous, peut-être que le public, enfin en tout cas ceux qui nous écoutent vont avoir la référence. Il y avait une émission qu'on appelait, je ne sais pas si elle existe encore, Pascal le grand frère. Ah oui. Et cette émission, je me rappelle que quand je la regardais avec des proches, des gens avec qui j'ai grandi,
ça pouvait avoir tendance à nous faire rire, pas pour se moquer des gens, des profils et de ce qui s'y passait, parce qu'on juxtapose toujours ces choses-là dans notre éducation, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a connu. Et on se disait, mais ça, c'est impossible qu'on ait un Pascal le grand frère dans la communauté afro, parce que tous les parents sont des Pascal le grand frère, dans le sens où on a certainement, on reçoit certainement des éducations qui sont dures, qui finalement amènent presque à avoir peur de celui qui nous éduque et qui nous bride, qui nous bloque un peu dans un certain nombre de choses qui, moi, j'estime être nécessaires dans la vie. Faire des bêtises, je crois que c'est nécessaire. Bon, j'espère que mes enfants ne m'écoutent pas, mais je crois que faire des bêtises, c'est important pour apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Il ne suffit pas juste qu'on s'entende dire et qu'on nous dise que c'est mal ou que c'est bien pour que ça rentre d'une manière définitive. Donc voilà, je pense que l'éducation aussi fait beaucoup dans le fait qu'on puisse considérer que c'est normal d'avoir recours à un psychologue. Marianne, je te disais tout à l'heure que c'était un peu prétentieux de penser qu'on peut s'en sortir seul. Je crois que toute cette communauté pêche un peu par prétention. Mais sans que ça soit péjoratif, hein, parce que on se dit non, on a vécu des choses tellement dures. On a souvent parlé ici de mémoire génétique, on a souvent parlé ici de choses qui avaient lié à l'esclavage, etc. On se croit tellement fort, on se dit qu'on est fort, et que de toutes les façons, avec tout ce qu'on a vécu dans nos vies, c'est pas un truc aussi peu important. En tout cas, c'est ce qu'on pense sur l'instant qui va faire en sorte qui va nous empêcher de nous en sortir. Donc on ne consulte pas souvent à cause de ça, par orgueil, par peur d'être jugé aussi. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et aujourd'hui, il est peut-être important de dire aussi aux parents, à ceux qui en ont besoin, aux jeunes, moins jeunes, consulter, c'est pas un échec. C'est justement être à un moment dans sa vie où on a besoin d'être aidé, et ça, il faut savoir attraper la main qui nous est tendue, hein. Mais après, j'en parle en toute connaissance de cause, parce que tout ce que je viens de vous raconter, c'est aussi une partie de ma vie, et je viens de cette éducation, je viens de ce mode de pensée. J'en suis sorti aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on réfléchit et on observe les choses, et on voit ce qui peut nous apporter du bien-être aussi. Voilà. Oui, c'est très important ce que tu dis, Yannick, d'accepter la main qui est tendue ou d'aller la chercher. Et quand tu parles des mémoires afro-caribéennes, ça m'évoque, c'est comme s'il y avait un contrat en nous, vraiment arrimé à notre corps, peut-être même dans nos cellules, où c'est « je vais m'en sortir seul ». Dans la vie, je ne compte sur personne, et il y a... Voilà, et il y a vraiment ça en nous, et je garde le contrôle. Voilà, et je ne dois pas montrer que je suis vulnérable, je suis un mec, je suis une nana forte, je laisse rien montrer, autrement ça veut dire, ça serait un aveu de faiblesse. Et il y a vraiment tout ça qui est en nous, et je me demande, mais c'est vraiment intuitif, et je ne sais pas si c'est vraiment avéré, mais si ça ne vient pas aussi, en plus d'avoir cette croyance qui nous empêche de se faire aider, s'il n'y a pas aussi, dans l'Afrique, et je ne suis pas une spécialiste en ethnologie ou en anthropologie, il y a des cultures dans le monde, et dans le passé, on a vu, où il y avait une régulation sur les émotions, on pouvait libérer la parole, et le groupe s'en sortait, et chaque individu qui n'allait pas bien, il y avait des rituels. Il y avait autour du baobab dans certains pays d'Afrique, on allait voir le sage et on parlait, il allait résoudre les conflits et chacun pouvait exprimer sa colère, sa douleur. On allait accompagner ceux qui perdaient un être cher. Il y avait une sorte de catharsis émotionnelle, et nous, on peut se demander où est-ce qu'elle est. Hein, c'est-à-dire que même ici, dans l'Hexagone, quand tu as quelqu'un qui meurt, il faut vite t'en remettre. Hein, et puis, il ne nous fait pas chier si 2 semaines après, tu nous en parles et tu pleures encore. Il y a vraiment des choses ou des sujets où on ne peut pas être soi.
et ça nous ferme. Il y a vraiment des fermetures. Et puis, il y a cette croyance. Moi, j'ai été souvent abonnée à ça. Moi, je m'en sors seule et je ne compte sur personne. Et même mes parents, j'avais un parent qui me disait, mais n'aie confiance en personne. Donc, il m'a fallu du temps avant de me dire, mais ça peut être intéressant d'aller se faire aider et dire, mais je vais déposer mon sac à dos de douleur et avoir quelqu'un qui va me réconforter, me consoler et qui ne va pas me juger aussi. Après, si je peux me permettre, il y a du coup cette éducation chez certains, et franchement, je pense que c'est pas que chez les Afro-Caribéens. Mais il y a aussi, parce que moi je l'ai vécu, c'est la question de compatibilité avec le thérapeute. Et ça, moi, je me suis toujours dit, je vais aller chez le psy. Alors déjà, je le paye plus ou moins cher, parce qu'il y a cette notion-là aussi qui peut déranger en disant, j'y vais pour me faire du bien, mais bon, je vais quand même m'alléger, pas qu'émotionnellement, mais aussi par le porte-monnaie. Donc ça se réfléchit, et puis on n'a pas envie d'en tester 1000, quoi. Donc, c'est parfois sur recommandation, parfois c'est du hasard, et puis on peut se tromper. Ça veut dire que la première personne à qui on a déjà tout déballé, on se rend compte au bout de la deuxième séance que ça va pas, donc il faut changer, il faut raconter. Et puis en fait, parfois on n'a pas envie parce que c'est déjà assez dur la première fois. Et en fait, comme il existe beaucoup maintenant de thérapies, il existe beaucoup de thérapeutes qui sont plus ou moins bien, parce que je pense que dans tous les métiers, même comme ceux-là, très humanistes, il y a aussi des qualités différentes, parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens le font, depuis combien de temps ils le font, de quelle manière, et qui ils sont profondément. Et ça peut aussi freiner, sans parler de la honte d'y aller ou la honte d'avoir besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous aider. Moi, je sais que ça m'a déjà un peu freiné de me dire, mais en plus, encore plus chez les psychologues, je dirais, est-ce que ça va être compatible? Il y en a tellement, lequel je prends, et c'est pas forcément les avis sur Google qui vont nous aider, parce que pour ma part, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, et on m'en avait, ça m'est arrivé qu'on m'en conseille, et pensant que ça allait le faire, et au final non. Donc ça peut aussi être un frein que je peux comprendre, quoi. Oui. Merci Olivia. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont contre. Qui ne sont pas nécessairement alors peut-être dans la construction de l'émission, c'est peut-être après qu'on voit ça, mais voilà, j'ai des messages aussi de personnes qui sont dans l'absolu contre ça sera intéressant de les entendre. Alors effectivement, on reviendra aussi sur les réticences à aller voir un psy, c'est-à-dire c'est cher. Comment avoir le bon professionnel, la bonne personne pour soi. Tu parles est-ce qu'il y a des recommandations, et effectivement, on va parler aussi du lien. Je profite aussi, là, à ce moment de l'émission, pour lire un témoignage. Où est-ce que tu peux le lire, Yannick? Oui. Alors, c'est pas Esther, c'est Aera. Et alors, tu lis pas ça, voilà. Juste... Et je commenterai, parce qu'il y a peut-être des termes qui seront peut-être pas compréhensibles par tous. Alors, pour ma part, alors je pense que c'est Olivia qui aurait eu la meilleure lecture, parce que c'est une très bonne lectrice pour vous les auditeurs, si vous ne le savez pas. Alors, je commence. Pour ma part, j'étais seul en France avec un mari et 2 enfants de 1 an et 5 ans, quand la personne que je pensais être là pour nous a été violent physiquement pour la première fois. Enfermé dans une cage dorée, je ne manquais de rien de matériel, mais je n'étais toujours pas capable de m'aimer et de me respecter et dire non à l'emprise. J'étais confuse, je croyais que ça allait s'arranger. Ce jour où il m'a pris à coups de pied en me cassant le coccyx devant mon petit de 11 mois, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai rampé jusqu'à mon bébé pour le rassurer. Il n'a pas dormi pendant 1 mois. Tandis que ma fille de 5 ans montait les escaliers en panique, cherchant à comprendre. Je n'avais pas été capable de les protéger. Fadwa, mon médecin généraliste, à qui je m'étais confié, fut la première à m'écouter, à m'aider, à nommer. Elle me conseilla de consulter. C'était une première pour moi.
j'ai vu une psychiatre lacanienne qui m'écoutait me plaindre de ce mari pervers et manipulateur qui disait que j'étais moi, la malade, et j'y croyais. Vous n'êtes pas malade ni dépressive, vous êtes quelqu'un qui traverse quelque chose de très difficile. Cette unique intervention fut rassurante, j'avais besoin de cela et de ce soutien. J'ai commencé ensuite une thérapie avec une psy-apo. Et le jour où j'ai arrêté de donner les fautes à mon ex-mari, j'ai commencé le chemin de vérité vers moi. J'ai réussi à me séparer, puis à divorcer, à dire non à la violence et à la maltraitance transgénérationnelle. Ma psychothérapeute apo a été un soutien important et un jour, alors que j'étais architecte et entrepreneur, elle m'a parlé de l'EFAPO. Elle a su lire en profondeur dans ma nature et aujourd'hui, j'honore ces âmes que la vie a mis sur mon chemin. Ces femmes qui ont fait corps autour de moi et m'ont éclairé. Fadoua est devenue ma grande sœur, mon phare. Moi, je suis aussi son phare. On s'accompagne et on discute beaucoup ensemble d'accompagnement des démunis et des femmes. Quelle chance un jour d'avoir été entendu. Merci Yannick. De rien. Voilà comment on peut arriver à consulter un psy. Je profite par rapport aussi à l'intervention d'Olivia pour dire qui fait quoi. Alors, moi, je suis psychopraticienne, ou on peut dire aussi praticienne en psychothérapie, ou le nom de mon approche, qui est l'analyse psycho-organique. Donc, on m'appelle aussi analyste psycho-organique. Alors, il faut aussi distinguer que chez les psys, vous avez les psychiatres. Tout le monde connaît les psychiatres. Le psychiatre, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans les psychopathologies pour accompagner des personnes qui sont des patients qui sont malades, qui ont parfois des pathologies invalidantes ou parfois moins invalidantes, qui peut être des névroses. Et ils sont les seuls à être habilités à poser un diagnostic médical, à prescrire des médicaments et à détecter, à prendre en charge des pathologies psychiques. Vous connaissez aussi on dit souvent le psychologue, qui a une formation universitaire, une licence en mention psychologie et un master en mention psychologie, qui comprend un mémoire de recherche, qui peut être spécialisé en psychopathologie, en psychologie clinique, en psychologie de la santé, en psychologie sociale, du travail, des organisations, de l'éducation, de la formation. Il peut aussi avoir une psychopathologie clinique, psychanalytique, j'espère ne pas vous avoir perdu. Vous avez aussi donc tous ces niniques qui sont donc pas médecins et pas forcément psychologues, mais parfois on peut avoir les deux, deux appellations, deux formations, des doubles cursus. Et il y a tous les psychopraticiens et psychopraticiennes qui sont issus d'écoles privées, qui ont vraiment des outils de psychothérapie reconnus, ils ont des associations professionnelles, ils ont des fédérations et ils ont différentes techniques et approches, que ce soit donc les approches psychocorporelles, les approches liées à l'hypnose, la gestalt, l'art-thérapie. Donc ce sont des professionnels qui ont à cœur d'avoir fait des psychothérapies personnelles, qui ont une certification et leur profession est dite non réglementée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle sur l'installation de leur activité. Et néanmoins, aujourd'hui, dans toutes les écoles qui forment des psychopraticiens et qui sont vraiment dans cette exigence de qualité, les psychopraticiens sont formés aujourd'hui à la psychopathologie. Donc, ils peuvent aussi être amenés à déceler quand il y a une maladie psychique et aussi orienter, à adresser sur des collègues médecins pour que la personne aussi soit prise en charge et évaluée et qu'on puisse poser légalement un diagnostic. Vous avez aussi entendu parler de la psychanalyse. La France est un pays héritier de cette approche. Tout le monde a entendu parler de Freud. Donc ça aussi, ce sont des professionnels qui sont formés à la psychanalyse, qui est une approche, la cure par la parole, et aussi qui ont fait un long chemin de thérapeutique, psychanalytique, personnel. Et souvent, ils ont des
psychothérapie analytique de type didactique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour que vous ayez quand même des notions. Et puis, nous avons donc ce praticien, le psychopraticien, que je suis aussi, une praticienne en psychothérapie, où on va vraiment accompagner des personnes qui traversent des difficultés psychiques passagères ou chroniques au quotidien. Et les personnes viennent consulter, que ce soit en individuel, en couple, parfois aussi en famille. On peut aussi accompagner des enfants, des adolescents, des adultes. Et une précision, le titre de psychothérapeute aujourd'hui est réservé depuis 2010 aux psychiatres et psychologues. Et parfois, il y a eu quelques exceptions. Et les psychologues, j'ai oublié de dire, ce sont les seuls aussi avec les psychiatres qui ont un numéro ADELI que l'Agence régionale de santé leur donne. Donc, il y a beaucoup de praticiens qui ne rentrent pas dans ce registre ADELI. Ce sont ce que j'appelle les NINI, les praticiens en psychothérapie, mais ce sont de très bons professionnels et qui sont des professionnels de l'écoute et qui sont là pour accompagner, aider, soutenir des personnes qui peuvent vivre un deuil, une addiction, une phobie, un traumatisme récent, un sentiment de mal-être, que la personne a du mal à démêler. Et puis, le praticien, la praticienne va proposer une stratégie, va avoir une intention thérapeutique pour soutenir la personne et puis écouter vraiment sa demande. Et il va y avoir un accompagnement qui peut être très régulier. Ça varie selon les personnes. Voilà. Et ça dépend aussi suivant la méthode. Il y a des méthodes, des approches où l'accompagnement est plutôt courte durée. En tous les cas, les praticiens et praticiennes sont vraiment engagés, sont très actifs dans l'accompagnement. On est très touchés et on appelle aussi qu'on va ressentir des choses. Et ces professionnels-là sont supervisés, c'est très important, pour aller aussi déposer tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous questionne dans notre pratique, tout ce qui nous met mal à l'aise et toutes les joies aussi qu'on y a, parce que c'est un métier aussi formidable. Je profite pour, avant que donner la parole au chat, avoir par audio le témoignage de Mahat, et ensuite nous nous tournerons vers Yannick et le chat. Alors, pour moi, la première fois que j'ai vu un psy, c'est parce que j'avais rencontré César. Eh oui, c'est toujours le même. Ce qui était très bizarre, c'est que c'était un homme qui était différent de mes 6 frères, que cet homme, à l'époque, était gentil, qu'il est toujours d'ailleurs, il est gentil, il était à l'écoute, il me demandait, il était attentif à mes besoins. Et pour moi, ça correspondait pas aux hommes que j'avais rencontrés dans ma famille. Pour moi, un homme était violent, méchant, et je n'existais pas. Et ce décalage entre ce que j'avais vécu par les hommes et César m'a fait prendre en 6 mois plus de 25 kilos. Et donc, j'étais allée voir la psy en lui disant, voilà, j'ai pris 25 kilos, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire pour les perdre? Et c'est comme ça que ça a commencé, pour aller voir une psy. Et donc ma psy, c'est celle qui a toujours été la même, et c'est avec elle que j'ai appris le psychocorporel, le corps, les émotions, et c'est parce que comme ça que j'ai compris toute mon histoire. Et donc du coup, bien évidemment, c'est comme ça que j'ai perdu du poids, et même après accepter mon corps tel qu'il est. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je trouve l'initiative parfaite en fait, c'est génial. Et en plus, ça passera à la radio, je trouve ça génial. Je te fais des bisous, je vous embrasse toutes, au revoir. Merci Amat, merci pour ce témoignage sensible et poignant comme celui aussi précédemment lu par toi Yannick. Yannick, je me tourne vers toi. Oui, j'ai beaucoup de messages, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais commencer par celui de Clémence qui nous dit que moi, je ne me verrai pas parler avec un psy pour la simple raison que j'ai du mal à me livrer. Il faut vraiment que j'arrive à atteindre un niveau de confiance assez important. Voilà pour ce message de Clémence. Je trouve que c'est peut-être qu'une question qu'on se pose pas assez. Est-ce que c'est simple ou pas de parler à un psychologue et en fonction de nous-mêmes, de notre propre
faculté à nous livrer sur des choses qui sont très personnelles. En tout cas, c'est ce que nous dit Clémence. Donc Cindy nous dit aller chez un psy, ce n'est pas réservé aux personnes souffrant de troubles psychologiques graves. C'est une démarche positive pour comprendre soi-même et mieux gérer ses émotions. Elle nous dit les psys ne sont pas là pour vous juger ou vous critiquer, mais pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Voilà ce que nous dit Cindy. Et on a un long message de Nathan qui nous dit bonjour à tous les auditeurs de GFM la radio. Je voudrais apporter ma contribution au débat sur la question de savoir si l'on doit être fou pour consulter un psy ou non. En ce qui me concerne, je pense que non. Nous avons tous des moments difficiles et des problèmes à résoudre dans la vie. Se voir conseillé par un professionnel n'est pas une preuve d'insanité, mais simplement une preuve d'intelligence et de sensibilité. La consultation d'un psy peut être un outil bénéfique pour vous aider à traverser les difficultés de votre vie. De plus, lorsque vous êtes en difficulté, ce n'est pas nécessairement le même type de traitement médicaux qui convient à tout le monde. Si vous remarquez que vos problèmes sont persistants et qu'ils ne s'améliorent pas, vous devez et vous pouvez consulter un spécialiste pour vous aider. C'est en tout cas ce que j'ai fait et c'est en substance ce qui m'a permis de m'en sortir. Et j'irai même plus loin en disant c'est ce qui m'a permis de... Ah, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Pardon, excusez-moi pour la lecture. Merci. Rappelle-moi son prénom aussi. C'est Cindy qui nous disait ça. Oui, ça m'a sauvé la vie. Voilà, vous entendez la force de ces mots, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est au-delà de l'aide, c'est-à-dire on est en mode, je vais vivre enfin, parce que pour certains, c'était peut-être le suicide, une mort ou une autodestruction. Combien de personnes s'autodétruisent par des comportements, des agissements qui les amènent à mourir à petit feu. Donc c'est précieux de vous entendre. Et je reviens sur ce que précisait Olivia, c'est-à-dire on voit bien qu'il faut choisir un professionnel avec qui on se sent en sécurité, où il y a de la bienveillance, ça a été dit déjà dans les témoignages, et parfois il faut aller voir 2-3 entretiens pour voir qui nous correspond. On va parfois entendre autour de nous, on va lire peut-être un texte ou un livre de quelqu'un qui va nous toucher, on va se dire tiens, ce professionnel-là peut me faire du bien, et vous gardez votre libre arbitre à tout moment. Vous pouvez dire je choisis cette personne ou je ne la choisis pas. De même que dans notre éthique de psy, quand on a aussi nos limites et nos failles. Si moi je rencontre une difficulté très personnelle qui m'envahit et que ça me met en difficulté, par exemple je vis un deuil profond, mais je continue néanmoins mon métier et je vois quelqu'un qui vit un deuil très profond d'un enfant ou d'un être cher, et ça vient cogner avec une blessure qui n'est pas ouverte ou semi-ouverte, je vais faire le choix de dire là, cette personne, peut-être, je ne pourrai pas l'accompagner parce que je vais plonger avec elle. Et c'est pas ça. Je vais conseiller d'aller voir un autre confrère ou une consoeur. Nous aussi, on a nos limites. Et je pense qu'en tant que patient, on dit aussi thérapisant dans notre jargon, il est bon de choisir quelqu'un qui nous convient. Et dans ma pratique, et j'ai d'autres collègues qui pratiquent ainsi, nous allons prendre, il y a la première séance qui permet de faire connaissance, d'exprimer sa demande. Nous allons avoir au moins 3 séances pour confirmer si c'est avec cette personne que la personne a envie de faire un bout de chemin, qu'il soit long ou court. Et la personne sera amenée à faire avec sa thérapeute, son thérapeute, un bilan, voir où on en est, est-ce que la demande a été honorée, voilà, ou est-ce que ça a changé, ça a évolué, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc le processus, c'est une relation, c'est une vraie relation de rencontre. On pourrait dire que c'est une rencontre amoureuse quand ce monsieur, je ne sais plus son prénom, qui dit « je ne peux pas parler de moi », mais j'ai envie de te demander à quel moment tu peux être dans l'intimité avec quelqu'un, au-delà d'aller voir un thérapeute. C'est-à-dire, est-ce qu'avec une amie ou un ami ou un chéri ou une chérie, tu peux te mettre à nu, au-delà de la nudité corporelle, c'est-à-dire oser te montrer tel que tu es, sans masque social, sans composer pour être accepté, ou juste être toi, te sentir complètement accueilli, sans jugement.
Et qu'est-ce que ça fait du bien quand tu as ce regard et tu sens tout d'un coup, il n'y a plus besoin de faire l'ironie, il n'y a plus besoin de se moquer, il n'y a plus besoin de se cacher, il n'y a plus besoin de faire les gros bras ou juste être soi. Mais c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Hein. Et regardez dans les histoires, si vous lisez des contes et des mythes, quand le héros accepte l'aide que lui donne l'univers, il peut atteindre sa quête. Autrement, il reste bloqué. Il se momifie sur place, il devient statue de sel ou autre, et il n'avance plus. Et nous, parfois, on va être bloqué. On n'avance plus. C'est très vrai ce que tu dis, parce que il y a des moments dans la vie où... alors, je crois que le plus difficile, c'est de réussir à identifier son état. Je crois que c'est ça le plus difficile, parce qu'en réalité... sans forcément être dans un déni, même si ça peut exister. On peut être dans le déni de sa propre problématique et de son propre état. Mais avant de pouvoir identifier qu'on n'est pas bien psychologiquement et qu'on a besoin d'aide, il peut se passer beaucoup de temps, parce que on peut avoir vécu quelque chose de traumatisant. Les effets peuvent ne pas se faire ressentir de manière immédiate. On a tous en réalité... c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais quand tu dis qu'il faut choisir la personne que l'on va voir, parce que en réalité, je dirais pas qu'il y a autant de psy que de personnalités différentes, mais je crois en effet que toutes les personnalités ne conviennent pas à tous les psychologues, et inversement, tous les psychologues ne conviennent pas à toutes les personnalités. Et moi, je trouve ça très difficile de réussir à se regarder dans une glace en se disant « là, je vais pas bien ». J'ai besoin d'un psychologue. J'ai besoin d'aller voir quelqu'un ou d'un psy. Ou d'un psy, voilà. Et j'ai besoin d'aller parler. J'ai besoin d'être aidé. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve très 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 difficile. Alors, du coup, je lisais que c'est Sarah qui disait « N'ayez pas peur de consulter un psy. C'est un pas important vers une vie équilibrée et plus heureuse. » C'est ce que j'ai fait. Je vois un psychologue depuis 15 ans, une fois par mois, alors que je n'estime pas en avoir besoin. Néanmoins, j'ai arrêté pendant 6 mois et je me suis retrouvé dans une situation d'inconfort. Voilà ce que nous dit Sarah. Alors, ça veut dire, pour moi, quand je lis ce message, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que c'est inscrit dans une habitude de vie et que dans un équilibre de vie. Et Sarah peut avoir besoin d'aller voir un psychologue régulièrement parce que c'est inscrit dans son équilibre, tout comme moi, j'ai besoin de faire de la radio régulièrement pour mon équilibre. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? C'est ça qui, je trouve, est toujours difficile à jauger pour soi-même, hein, pas au regard de ce que font les autres, mais pour soi-même. C'est ce que je trouve toujours très difficile à jauger. Et donc... il y a un autre message qui nous dit « Je pense qu'on minimise aussi beaucoup nos problèmes ce qui complique encore la démarche d'aller voir quelqu'un. » C'est Clémence qui nous dit ça à nouveau, et je trouve que c'est assez vrai. Quand on a quelque chose, on peut avoir tendance à penser qu'on se plaint pour rien, qu'on se plaint beaucoup. L'autre entourage peut nous le dire aussi. On se plaint beaucoup et qu'on a toujours un truc qui ne va pas, on a toujours un truc de travers, et puis nous-mêmes, on va avoir tendance à minimiser un peu ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et rester aussi dans cette espèce de mal-être profond et sans jamais réagir, ou en tout cas réagir trop tard. Alors, mieux vaut tard que jamais, mais voilà, je pense que toutes ces choses-là font que ça rend difficile le fait de pouvoir se dire qu'il faut aller voir quelqu'un pour nous aider. C'est vrai, ça rejoint ce que tu disais avec l'auditeur, c'est-à-dire il peut y avoir une difficulté à identifier notre état de mal-être, de malaise. Il peut y avoir aussi du déni, hein, on connaît tous pour nous, enfin soi-même ou pour des personnes autour de nous qui ont une difficulté qui se répète et qui disent mais non, je contrôle, non je suis pas en colère, tout va bien, non j'ai pas de problème avec l'alcool, mais dès qu'il n'y a pas d'alcool, ils sont en mode fin du monde. Ou autre addiction, hein, et ils s'en rendent pas compte. Et c'est vrai qu'on va minimiser, comme vous disiez, tu dis. Et c'est là où on se dit, est-ce qu'il y a une écoute déjà de soi-même? Donc c'est des personnes qui ne se voient pas. Et est-ce qu'il y a une écoute de ce que
les personnes à l'extérieur peuvent nous renvoyer. Je trouve que depuis quelque temps, tu vas mal. Est-ce que ah bah non, c'est pas vrai, c'est toi qui fabule. Voilà. Donc c'est vrai que c'est présent. Et puis par rapport à ce que dit Sarah, moi j'aime bien l'idée que le psy, c'est aussi une sorte de... Alors, ne m'en veuillez pas d'utiliser le mot de coach, mais quelqu'un qui est peut-être dans comme ça, un dialogue socratique à certains moments, où on peut avoir un équilibre dans sa vie. Hein, on n'a pas de choses qui nous dérangent comme elle. Tout va plutôt bien. Et puis, on a besoin d'aller déposer une parole et avoir un retour. C'est vraiment l'histoire du dialogue. C'est-à-dire, je te dis quelque chose, comme d'ailleurs dans la radio, quand on parle entre nous, ça va phosphorer. Voilà, j'aime bien ce mot que j'ai entendu par quelqu'un thérapisant. Ça va phosphorer, c'est-à-dire, ah, mais j'avais pas vu les choses comme ça. Et ça va élargir. Et ça va peut-être aussi conforter un choix que nous avons à prendre. Ça va donner des idées, des choses qu'on n'avait pas vues. Et il faut aussi prendre cet espace-là c'est un espace de co-création formidable. Alors, avant d'arriver à cet espace de co-création, il faut déjà vider les poubelles pour pouvoir voir les pépites d'or qu'il y a derrière excusez-moi l'expression, la merde, le caca que nous avons, qui a besoin de sortir, qui va... être transformé, hein, qui va être pour faire du bon engrais. Et effectivement, on peut avoir besoin de ces espaces. Mais parfois, certains ont des amis formidables qui ont cette posture-là dans nos vies. Voilà, ou un chéri ou une chérie. Mais souvent, ce qui est difficile dans nos relations étroites, c'est qu'il y a tellement d'enjeux relationnels, d'enjeux de pouvoir, qu'il faut... c'est pas simple, voilà, d'aller dans ces endroits-là. Et c'est bien pour ça que dans beaucoup d'institutions, on va demander une supervision, on a de la régulation d'équipe, et même pour les couples, hein, quand les couples s'aiment, ils disent mais on s'aime beaucoup, mais ça va pas, on n'arrive pas à se dire les choses sans se faire mal. Donc on va avoir besoin du tiers. Et je rappelle que on va voir le dentiste, enfin pour ceux qui font leur rendez-vous annuel, on va chez le médecin, normalement on devrait voir régulièrement pour voir si ça va bien, même en prévention, pas que quand ça va mal, quand on est malade. On va, les femmes, chez le gynéco, et ça nous paraît évident. Et pourquoi n'irions-nous pas voir de temps en temps, comme ça, quelqu'un pour juste, voilà, se poser, voilà, et dire, voilà, où j'en suis, Et j'aime bien la définition aussi du thérapeute, avec un grand T, qui, si on revient à l'étymologie, qui est du grec ancien, thérapeutesse, c'est le serviteur, ou moi je vais rajouter la servante, celui ou celle qui prend soin de quelqu'un. Voilà. Prendre soin, c'est vraiment implique une capacité à être très présente. Et normalement, même dans la religion, on dit prêtre, c'est celui qui devrait et qui doit être près de l'être. Je suis près de ton être. Je reconnais l'existence, moi j'aime ce mot âme, et je pense que tous les psys sont normalement pour moi des médecins de l'âme. C'est-à-dire qui comprend les blessures, les traumatismes personnels, et c'est au-delà des considérations religieuses et dogmatiques hein, quand je parle. Hein. Et on va se laisser guider par notre intuition, on va se mettre au service de l'inconscient de l'autre, et puis il va y avoir vraiment une émergence d'informations que notre conscient, le conscient aussi de la personne, du patient, de la thérapeute, va entendre. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de délicat, d'un tissage qui se fait au fur et à mesure de la rencontre. Hein. Il y a vraiment une rencontre et une alliance thérapeutique pour que le changement, le regard sur soi soit présent. Il y a vraiment une intelligence aussi du vivant, hein. Et la pleine présence est requise. Le psy est vraiment dans une posture humaniste et je le rappelle, bienveillante. Une posture bienveillante. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Moi, c'était hyper intéressant. On voit tes paroles et puis c'est forcément un sujet où tu es très impliqué parce que ça parle de ta profession.
Donc, Oui. forcément, tu maîtrises ton sujet et je pense, je parle en mon nom, mais je pense que les auditeurs seront d'accord de connaître un petit peu aussi l'envers du décor et ce que pense un thérapeute finalement, parce que ces informations, on les a jamais. Le thérapeute est là pour son patient et peu importe la thérapie et puis il nous dit pas comment lui fonctionne, comment il raisonne. Non, moi j'ai trouvé ça très très intéressant, le témoignage de tout à l'heure aussi. Euh, Parce que ça prouve que c'est important aussi de sortir de chez soi et de parler à quelqu'un qui est un professionnel, parce que il y a des choses comme ça qui vont nous arriver dans notre vie et on va croire qu'on peut le gérer seul et au final on a besoin d'un regard extérieur et c'est pas parce qu'on va réussir à analyser les problèmes des autres que c'est la même chose pour soi et moi je l'ai beaucoup vécu d'être souvent de bons conseils pour mon entourage, pour ceux qui me demandaient aussi de l'aide dans des grandes conversations, limite thérapeutiques et il s'en sortait, on va dire, grandi de la conversation. Et puis, quand il m'arrive des choses. À moi, en fait, j'ai pas du tout la même analyse et je pense que ça, c'est important aussi d'en être conscient, que c'est pas parce que on va avoir la bonne analyse pour les autres que c'est la même pour nous, loin de là. Et que, du coup, il faut aussi accepter que la personne qu'on est pour les autres dans leur moment où ils ont des problèmes ou le moment où ils en ont besoin, et bien cette personne qu'on est, on va pas forcément réussir à l'être pour nous et à s'auto-guérir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi accepter l'aide de quelqu'un, la main tendue, etc. Et ça, c'est compliqué. Moi, je sais que ça a été compliqué de l'admettre parce que depuis assez jeune, je vais avoir une analyse correcte sur la situation des gens et pas du tout. Et alors, pas du tout sur la mienne, quitte à faire complètement les choix opposés de ce qu'il faudrait faire, de ne pas faire les bons choix du tout pour moi, de pas faire de choix du tout d'ailleurs. Et là, c'est important aussi d'entendre et que ça va pas et qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et puis d'admettre quand on nous dit t'es sûr que ça va et qu'en fait on se ment à soi-même. Enfin voilà, c'est un mélange de tout. Donc ça pour dire que c'est important d'être conscient qu'on peut pas toujours s'auto-aider. Ah oui. Merci, c'est précieux aussi ce que tu amènes, Olivia. Oui, on ne peut pas toujours s'auto-aider. Et comme par définition, l'inconscient étant inconscient, donc non visible et non trouvable, c'est comme notre nez ou notre dos, il nous faut des artifices de miroir ou autre pour le voir et accepter qu'il y ait des zones de nous qui n'arrivent pas à la conscience. C'est vraiment important, oui. Et c'est vrai qu'on peut être très bon conseil, très bon thérapeute avoir une présence et une écoute thérapeutique pour l'autre et pas l'avoir pour soi, c'est vrai. On est parfois dans cette impasse vis-à-vis de nous-mêmes et accepter cette posture, c'est précieux. Et je vais utiliser, avant qu'on fasse la courte pause, que j'ai souvent l'image du guerrier, parce que souvent ce sont les hommes qui ont été en guerre, je vais rajouter la guerrière, qui... quand le combat est fait aussi, il va être à genoux, il va se reposer et on peut se montrer fragile, on peut pleurer, on peut douter et on a le droit d'accueillir nos tristesses, notre impuissance face à des situations et ça n'enlève rien à notre force, à notre puissance d'être. Voilà, c'est cette posture, moi je trouve, le genou à terre, on se dit là j'en peux plus, là je suis fatiguée, j'ai perdu un ami, j'ai perdu ma compagne ou mon compagnon, j'ai peur de voir mon enfant s'envoler et j'ai peur à mon travail parce que ça se passe mal. Et juste d'être dans cette parole-là et trouver le bon interlocuteur pour soi et à un moment ça va s'ouvrir pour nous. Merci Olivia, merci aux auditeurs, aux auditrices.
Yannick. Oui, je vais juste faire la coupe. On va faire la coupure pub, mais on va revenir juste après cette coupure avec des messages que j'ai sélectionnés. Je vais vous dire qu'au moment où on se parle, donc avant le début de l'émission, on avait plus de 40 messages qui avaient été laissés. Au moment où on se parle, au moment de faire cette coupure pub, on est à 120 messages à peu près. Et donc j'en ai sélectionné quelques-uns, donc de Yoni, de Justine, de Lucas, d'Oligarque, peut-être qu'il est russe, et de Clémence, et qu'on lira juste après la coupure pub de tout à l'heure. Merci. Restez connectés, pas loin de vos téléphones, tablettes, ordinateurs. Nous faisons la pause. Buvez un coup d'eau et à tout bientôt. DJ Lil Killa. C'est tombé sur moi quand je l'ai vu sourire là comme un foudroyé. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre, enfin je crois. Ce que je sais c'est que moi je voulais tout envoyer. Je voulais la marier, qu'on forme un foyer. Je voulais tellement la danser parce que vous croyez. Je voulais faire ça bien, je voulais faire sa connaissance. On parle jusqu'au petit matin. Je voulais prendre sa main, l'inviter à danser, envahir ses pensées et qu'elle se laisse ambiancer sur une choré cadencée. La gomme a piqué, c'était compliqué. Ouais, la gomme a piqué. Comment vous expliquer? Papillon, j'ai ressenti les papillons. Papillon, papillon, j'ai ressenti les papillons. Pour elle, papillon, j'ai ressenti les papillons. Papillons, papillons, j'ai ressenti les papillons pour elle. Papillons pour elle. Je ne vois qu'elle, si elle envoie, je ne veux qu'elle, elle envoie, elle m'appelle, elle est si belle, je le sais. Je le sens, elle en vaut des millions. Dans mon cœur, dans mon corps, j'ai senti les papillons. Je le sais, je le sens, elle en vaut des millions. Dans mon cœur, dans mon corps, j'ai senti les papillons. Les papillons, oui, papillons, papillons. J'ai ressenti les papillons, oui, pour elle. Papillons, j'ai ressenti les papillons. Papillons, papillons, j'ai ressenti les papillons pour elle.
J'aime tout ce que tu fais avec ton corps, c'est mon cœur qui est touché. Je te serre contre moi un peu plus fort jusqu'à ne plus bouger. Je veux tout de toi, tout de toi. Rends-moi fou, 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 fou de toi. Je veux bien m'occuper de toi, je ne te ferai aucun mal. Soleil est couché déjà, dehors la nuit est noire. Raconte-moi tous tes secrets, nuit blanche pour savoir tous tes rêves. Rends-moi fou, 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 fou de toi. Oh oui, j'adore tes yeux quand je t'appelle mi amor. C'est bien toi la seule qui mérite mon love jusqu'à la muerte. Oh oui, j'adore tes yeux quand on s'enlace un peu plus fort. C'est bien toi la seule qui mérite mon love jusqu'à la muerte. Oh, tu mérites la meilleure des lives. C'est ce que je veux te donner. Je veux écrire un tout nouveau paragraphe que personne ne pourra gommer. Et je ferai toujours attention aux détails pour que jamais notre amour ne s'en aille. Jamais, jamais, jusqu'à la muerte. Et je pense à toi tous les jours, night and day. Oh là là, oh là là, ouais. Et je veux te faire l'amour night and day. Oh là là, oh là là, ouais. Je te serrer contre moi night and day. Oh là là, oh là là, ouais. Oh là là là. Oh na na na. Oh oui, j'adore tes yeux quand je t'appelle mi amor. C'est bien toi la seule qui mérite mon love jusqu'à la muerte. Oh oui, j'adore tes yeux quand on s'enlace un peu plus fort. C'est bien toi la seule qui mérite mon love jusqu'à la muerte. Ton corps contre le mien. Ta douceur. Eh bien, nous voilà de retour. Paroles vivantes, l'émission qui titille les consciences, chatouille les cœurs. Et je suis là avec Lucas et Yannick. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci encore pour votre intense participation. Et je me tourne vers Yannick qui a des témoignages, questions, commentaires. Oui, tout à fait. Des témoignages, pas mal de témoignages que j'ai sélectionnés. Je tenais aussi tout d'abord à remercier Olivia qui a fait la première partie de cette émission avec nous et qui est rattrapée par ses obligations de maman. Nous l'embrassons et merci Olivia. Et donc je vais lire un premier message qui est un message de Yoni, très, très joli prénom. Yoni nous dit « Yo les gens », donc je suppose que Yoni est un Jones. Donc yo les gens, je voulais vous dire un truc. Est-ce qu'aller consulter un psy, c'est pas juste pour les malades mentaux ? Point d'interrogation. Voilà, question posée par Yoni. Justine nous dit « Je sais que ça peut sembler bizarre d'aller voir un psy quand on va bien, mais en fait, c'est super utile pour mieux se connaître et gérer ses émotions. » Voilà ce que nous dit Justine. Ensuite, Oligarque nous dit « Franchement, tout le monde devrait aller voir un psy une fois dans sa vie, mais si on même si on ne se sent pas particulièrement mal. » Ensuite, c'est Lucas qui nous dit « Je sais qu'il y a des clichés sur les psys, genre ils sont tous chelous et qu'ils vont te juger, mais c'est pas forcément vrai. » Et ensuite, pour terminer, Clémence qui nous dit où est Clémence ? Oui, voilà, Clémence est là et Clémence nous dit « Je pense qu'il peut y avoir le sentiment aussi de déranger la personne à qui on se livre, même si c'est son métier et qu'on sait très bien qu'on ne la dérange pas. » Voilà, il y a ce sentiment un peu mitigé. Ah, oui. Moi, je retiens quand même
le message que nous laisse Yoni. Il faut pas, c'est pas un truc de malade mentaux d'aller voir un psy. Non, Sinon, mais- nous sommes tous des malades mentaux Exactement. ici Donc, sur ce plateau. Je pense que Yoni, tu n'as pas écouté la première partie de l'émission parce que nous avons parlé de nous et les témoignages que nous avons aussi partagés parlent que c'est monsieur et madame tout le monde. Je me tourne aussi vers toi, Lucas, pour que nous ayons le témoignage audio d'Isabelle, s'il te plaît. Et je continuerai avec celui d'Esther que je lirai. Donc, Salut Marie-Ange et les sorcières. Donc c'est Isabelle. Très bonne initiative, c'est super. Faut pas besoin d'être fou pour pousser la porte d'un psychopraticien, psychologue, etc. Alors, écoute, pour ma part, c'est lorsque j'ai rencontré des problèmes dans mon couple que j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée en psychothérapie. J'étais quelqu'un qui suivait des formations plutôt en énergétique, mais le côté mettre du sens, symboliser, faire des liens entre ce que je vivais émotionnellement et les comprendre, c'était un peu mis de côté quand même. Et là, j'étais tellement provoquée qu'il a fallu que je me fasse aider pour prendre la décision de divorcer vraiment par moi-même, que je sente bien cette décision-là, et pour m'accompagner aussi pendant la suite du divorce, quoi, en fait. Voilà, d'une façon courte. Je vous embrasse très fort et j'espère que tout va bien pour vous. Ciao, ciao. je remercie Isabelle. Voilà, donc elle parle aussi d'une tranche de vie où elle a été amenée à consulter. Et je poursuis avec le témoignage d'Esther. Alors que j'avais 22 ans, pour la 3e fois, on m'annonçait une récidive de mon cancer du col de l'utérus. J'étais jeune. Mon projet était de partir vivre en Irlande et être serveuse pendant 1 an dans un pub. La gynéco m'a demandé si j'étais en couple. J'ai répondu que je fréquentais un jeune homme sans grande conviction. Elle m'a dit qu'il fallait que je me décide à avoir un enfant maintenant, car très probablement, le corps médical par sécurité envisageait de m'enlever l'utérus. J'avais l'impression d'un total non-sens à ma vie, avec cette épée de Damoclès au-dessus de moi, et d'une totale déshumanisation allant de rendez-vous médical en rendez-vous médical. Sidérée, je me lançais dans un projet d'enfant, de couple, de travail, qui ne prenait pas de sens pour moi dans ma vie à ce moment-là. J'ai alors consulté un psy sans y croire et sans avoir trop confiance. Et j'ai juste fait une belle rencontre avec quelqu'un qui a été très patient. J'étais incapable de mettre en mots mes ressentis, mes émotions, d'élaborer. Je ne faisais aucun lien entre ce qui se passait là pour moi et mon histoire et celle de mes ancêtres. Ce psy a su créer un lien, me rassurer, mettre des mots, mettre de la pensée, faire des liens à ma place. Petit à petit, je me suis réapproprié mon corps en ressentant. J'ai pu exprimer mes émotions, pleurer, être en colère. Je me suis reconnectée à mon histoire. La thérapie dans des mots simples pour moi, ça a été de remettre des câbles sur une carte mémoire défaillante. Tout s'est relié et j'ai découvert un univers intérieur passionnant et plus jamais eu de récidive en cancer du col. Merci Esther, c'est aussi un message très touchant, ce témoignage. Voilà, elle dit bien qu'elle s'est reconnectée à son histoire et elle a pu mettre enfin ou entendre des mots, faire des liens. Voilà, quand on ne fait pas de lien, on est comme une petite bouteille là, à la mer qui est ballottée par les vagues et qui ne sait pas d'où elle vient, où elle va et quel est son avenir. Et on voit bien l'impact aussi que la libération et le soin psychique peut jouer sur le corps et libérer aussi le corps.
Et elle parle aussi de ses ancêtres. Voilà, il faut savoir aussi pour Esther, elle a une histoire avec la Shoah hein, dans sa famille. Il y a eu des personnes qui ont été déportées, qui sont mortes à Auschwitz et peut-être un autre camp de concentration dont j'ai pas le nom en tête. Et comment ça peut nous agir, toutes ces histoires de vie de nos lignées. Oui, Yannick, je te vois très concentré. Oui, très concentré parce que j'essaie de répondre et d'échanger un petit peu avec les gens qui nous laissent les messages. Je tenais aussi à lire aussi un témoignage de Léa. Léa qui nous donne son âge. Alors j'ai quelques témoignages comme ça de personnes qui nous ont donné leur âge parce que je pense que ça permet peut-être de comprendre un certain nombre de choses en fonction de l'âge. Donc j'ai Léa qui nous dit, Léa 22 ans, qui nous dit au début, j'ai hésité à consulter un psy car je ne me considérais pas comme, entre guillemets, c'est important, folle. Mais je me sentais perdue. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et je ressentais une grande anxiété. J'ai finalement décidé de sauter le pas et j'ai été agréablement surprise. Le psy m'a aidé à comprendre mes émotions et à trouver des solutions pour aller de l'avant. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à consulter. Julien, 30 ans, qui nous dit « Je suis un homme et pour moi, aller voir un psy était quelque chose de très difficile à admettre. Mais j'avais des problèmes de colère et de stress qui affectaient ma vie personnelle et professionnelle. Finalement, j'ai pris rendez-vous et ça a été un vrai soulagement de pouvoir parler librement de mes problèmes avec quelqu'un qui m'écoutait sans me juger. Aujourd'hui, je suis plus calme et plus heureux. » J'en ai un autre de Marie qui dit « J'ai toujours été une personne, 45 ans Marie, toujours été une personne très anxieuse et j'ai longtemps cru que c'était normal. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil et que j'ai commencé à avoir des crises de panique, j'ai su que j'avais besoin d'aide. J'ai commencé à voir un psy et ça a été un vrai tournant dans ma vie. J'ai appris à gérer mon anxiété et j'ai retrouvé le sommeil. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Et enfin, dernier témoignage de Paul, 60 ans. Bonjour à Paul, qui nous dit « Je suis un homme d'un certain âge. » Bon, il nous l'a donné son âge, hein, Paul. Et à mon époque, aller voir un psy était considéré comme une faiblesse. Mais après avoir perdu ma femme et mon travail dans la même année, j'ai sombré dans la dépression. J'ai finalement compris que j'avais besoin d'aide et commencé à voir un psy. Ça a été un vrai soutien pour moi. J'ai pu parler de mes émotions sans être jugé et j'ai appris à trouver un nouveau sens à ma vie. Je recommande à tout le monde d'aller voir un psy, peu importe l'âge ou le sexe. Voilà ce que nous dit Paul de 60 ans. Voilà les 4 messages que j'ai sélectionnés. Et on se rend compte, Marie-Ange, qu'il y a des mots qui reviennent souvent. Des gens qui se pensaient anxieux, des gens qui pensaient que c'était pas pour eux d'aller voir un psy, qui ont souvent hésité à aller voir un psy. On a aussi des gens qui nous disent que je reprends le mot, et finalement on a toutes ces personnes qui par définition à la fin se disent qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller voir un psy et de me faire aider. Et ces mots-là reviennent souvent, les gens qui se disent pas pour moi, finalement je me sens tellement mal, je saute le pas parce que j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas, je saute le pas. Et au final, en tout cas dans les 4 témoignages qu'on vient de lire, la structure est souvent la même et au final c'était une bonne chose pour moi d'avoir été voir un psy. Donc voilà pour les quelques messages que j'ai. Et donc on nous dit aussi la démarche d'aller voir un psy est déjà un pas en avant dans l'envie d'aller mieux. Voilà ce qu'on nous dit et c'est Clémence qui nous dit ça. Et je vous remercie vraiment de tous vos messages parce qu'ils sont très nombreux et je vous assure que je fais du mieux pour le lire parce que je me fais un peu houspiller des fois en me disant oui mais mon message il est important, il n'a pas été lu. Là au moment où on se parle, pendant la pub, les gens ont continué à envoyer des messages, à parler entre eux, on est à plus de 200 messages. Vous comprenez bien que c'est très compliqué pour nous de lire tous ces messages, mais je fais du mieux que je peux, je vous assure que je fais du mieux que je peux. Merci Yannick, merci à Léa, Julien, Marie, Paul et ne m'en veuillez pas si Julien, Yoni, Justine, Lucas, et Oligarque. Oligarque, tout à fait. Mais, alors oui, tu as parlé des troubles anxieux, la dépression
Et il y a aussi cette envie, bien sûr, d'aller D'aller mieux. mieux. On a tous envie d'aller mieux, de se sentir bien, de vivre du mieux-être et de faire des choix dans nos vies où on se sent en accord avec nous-mêmes, avec qui nous sommes. Et on revient toujours à la qualité de la relation. C'est important de choisir. Et parfois, on peut avoir des déceptions aussi au niveau d'un professionnel d'accompagnement qui peut être jugeant, blessant. Et je vous en conjure, changez. Oui. Prenez le temps de choisir quelqu'un d'autre. Parce que si ça vous blesse et si ça vous referme, ce que ce n'est pas bon, vous allez revivre, si ce n'est déjà inscrit dans votre histoire, une maltraitance avec un professionnel de la relation d'aide. Donc parfois, il faut savoir dire stop à une relation qui devient maltraitante, même si c'est écrit sur la porte cabinet de psy. Restez vigilant et avec un libre arbitre. Voilà, on entend bien que ce soit des hommes, des femmes et de tous âges, on peut consulter. Et je vous encourage à faire l'expérience si vous en éprouvez l'envie, le désir, juste d'être écouté, voilà, dans tout ce que vous êtes. Je profite aussi pour lire un message de Mu qui dit que j'avais 21 ans, je venais de rentrer en urgence en France après 13 années au Canada avec mon compagnon de 12 ans de plus que moi, j'imagine, atteint d'un cancer très rare. Il avait vu une psy conseillée par Curie et ne lui avait pas réglé la deuxième séance et il n'y retournait pas. Après quelques semaines, j'ai téléphoné à cette psy pour m'excuser du comportement de mon compagnon et l'a réglé. Elle m'a dit que je semblais souffrir aussi et je me suis mise à pleurer. Et nous avons pris rendez-vous. Au premier rendez-vous, j'ai oublié ma trousse de maquillage dans ses toilettes. Acte manqué hautement symbolique. Je m'étais mise à nu. Cette thérapie a changé ma vie. J'ai quitté mon faux self, ma culpabilité d'oser être pleinement moi. Et 2 ans plus tard, je commençais l'EFAPO, qui est une école de psychothérapie, où j'ai été aussi formée, tout en continuant mes études de philosophie à la Sorbonne. C'était une psychothérapeute très chienne, donc c'est un travail très corporel et d'écoute aussi, grâce à sa bienveillance et ses propositions thérapeutiques. J'ai commencé à habiter mon corps, dont j'étais totalement clivée, et mes études, l'école a fait le reste. Je suis restée 6 ans avec cette femme. Ensuite, j'ai fait 3 autres tranches de thérapie et tous les différents thérapeutes m'ont beaucoup apporté et ouvert à moi-même différemment et cela continue. Et elle salue cette initiative, c'est le thème de cette émission. Et voilà, je la remercie aussi. Et nous la remercions. Merci Mu. J'étais en train de... En même temps, Maria, de lire un certain nombre de messages et de voir un certain nombre de réactions ça, qui m'emmène à une réflexion personnelle. En réalité, je pense que peu importe l'âge qu'on a, peu importe le moment où on se trouve dans sa vie, et qu'on ait 8 ans ou 20 ans ou 40 ans, on a vécu des choses plus ou moins traumatisantes dans nos vies. Parce que très souvent, on entend, c'est une phrase que j'ai souvent entendue les anciens dire, par exemple, la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est une phrase qui s'est déjà vérifiée, mais d'une manière contraire aussi. Les enfants ne disent pas toujours la vérité. Et puis même nous, adultes, on ne dit pas toujours la vérité. Et en réalité, j'ai aussi beaucoup entendu dans mon éducation que finalement, à 6 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, on n'avait pas de problème. Il se passait, tout était facile pour nous dans nos vies. Et je me rends compte que c'est de plus en plus, et encore plus depuis que je suis père, que ce n'est pas vrai. Et qu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on a forcément en nous vécu quelque chose qui a été traumatique. Alors peut-être pas forcément important pour nos parents, en tout cas pour l'adulte qui regarde ça de ses yeux d'adulte, mais à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et à tout âge, on peut avoir vécu quelque chose de traumatisant et qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'en inquiète. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que
parmi les personnes les plus assidues dans les messages que je reçois, il y a Clémence, et qui, elle, a 17 ans. Voilà. Et elle a laissé des messages très pertinents depuis tout à l'heure, et comme quoi ce n'est pas qu'une question d'âge, d'ailleurs. Et qui nous dit « J'ai des soucis pour gérer mes émotions et mes crises d'angoisse, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que voir quelqu'un pourrait m'aider. Alors que je sais très bien que les personnes qui voient un psy, ça les aide beaucoup. Voilà. Et ça m'a emmené à cette réflexion parce que je me suis dit, en effet, on a eu, je crois que c'est Paul qui avait 60 ans, on a des gens de 40 ans, on a des gens de tout âge. Et c'était un peu la volonté de cette émission aussi, d'avoir quelque chose d'intergénérationnel. Et là, on est bien dedans. Et ça m'emmène à cette réflexion. En réalité, même quand c'est un peu comme la soif. Je ne sais pas si tu vas suivre ce que je veux dire. Au moment où on boit, il est parfois déjà un peu tard. Parce que quand on ressent la soif, c'est notre corps qui nous envoie un signal, mais un signal de détresse. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec le fait de consulter un psychologue ou un psy. Quand on se dit « je dois aller voir quelqu'un », si c'est le signal de détresse que nous envoie notre corps, alors il n'est pas trop tard parce qu'on est encore en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est déjà un peu tard quand même. Ouais. Et donc, je ne sais plus quel auditeur, auditrice disait, moi, je ne ressens pas forcément le besoin d'aller voir un psy, mais j'y vais une fois par mois parce que c'est dans un équilibre en réalité, l'équilibre d'une vie. Et voilà. Et c'est vous, chers auditeurs, qui m'emmenez à cette réflexion avec tous les messages que je lis depuis tout à l'heure, et notamment le dernier message de Clément. Je me dis que c'est quand même assez dingue. La manière dont est fait notre corps déjà, nous envoyer des messages de détresse pour lui dire bon, comme tu comprends pas les messages subliminaux, on va t'envoyer un message direct pour te dire fais quelque chose, on en a besoin. Et je trouve ça formidable d'ailleurs qu'on puisse avoir cette espèce de warning là dans notre corps qui nous permet de ne pas se laisser sombrer et d'aller faire quelque chose, mais encore faut-il l'entendre et l'écouter. Et je reviens à Clémence. Il faut que tu y ailles, il faut que tu sollicites, alors peut-être qu'à 17 ans, c'est peut-être pas possible seul, mais il faut que tu sollicites dans ton entourage, il faut que tu exprimes ce besoin, et puis tous ceux qui en ont besoin, il faut le faire, parce que en réalité, si votre corps, votre cœur vous appelle à cette solution, à cette démarche, il faut la faire, il faut s'écouter, parce que à 17 ans, on a encore toute la vie devant soi, et heureusement, et puis il est peut-être encore temps de régler un certain nombre de choses, parce que je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile à passer un certain âge de régler les problèmes qui sont liés à notre adolescence. Plus on attend, c'est mon avis personnel, c'est pas médical, hein, c'est pas une science là, mais plus on attend, plus on avance dans l'âge, plus ça devient difficile de régler des problèmes liés à l'enfance ou à l'adolescence. Donc à 17 ans, on est encore assez proche de cet état-là. Il faut y aller. Voilà, Clément. C'est mon avis personnel. Alors, après, la professionnelle va te parler là, mais c'est mon avis. Je te rejoins dans ton avis. C'est oui, il faut y aller. Et quelle belle énergie à 17 ans, parce que ça veut dire la vie est devant toi. Et on voit bien que quelqu'un qui l'a fait à 50 ans, même si c'est génial aussi, c'est super, mais c'est super de le faire. Et puis, vas-y avec peut-être quelqu'un de ta famille, bien sûr, puisque tu es encore mineur. Et il y a des solutions, je veux dire, il y a des professionnels qui sont très chouettes. Il y a des établissements publics, même s'il peut y avoir des listes d'attente, comme les centres médico-psychologiques. Il y a certains psychiatres aussi, je pense à ça, parce qu'Olivier évoquait le côté du prix, qui peut être dissuasif. Il y a des psychiatres qui font de la psychothérapie, il faut bien regarder, mais ils sont souvent débordés parce qu'ils sont très demandés pour l'aspect très médical et médicamenteux. Mais néanmoins, certains prennent le temps. Il y a des psychopraticiens comme moi qui sont adhérents à des associations. Donc, par exemple, on le mettra sur le site ou sur la page Facebook, plutôt sur la page Facebook, APSOS, APSOS, qui permet l'accès à de la psychothérapie à un prix très symbolique de 8 €. Et tout l'argent va pour financer et permettre à cette association de payer ses charges, de vivre et de proposer ses services. Alors, je ne suis pas sûre que tout le territoire, y compris Dom-Tom, soit couvert. Peut-être que dans votre pays, pour ceux qui appellent à l'extérieur, vous avez des praticiens qui ont dans leur éthique de faire des tarifs aménagés, dit des tarifs, moi j'appelle solidaires,
pour des personnes qui sont avec des petits revenus, qui sont en surendettement. Il faut oser, mais c'est vrai que ça demande du courage, la psychothérapie, l'accompagnement. J'entendais, il y a une BD aussi, on vous le mettra dans la page Facebook, qui est Psychothérapie, écrit par 2 collègues, et c'est un travail super, de Jessica Holk et de Guylain Rinckesen, et un super graphiste, Anzio. Et dans les témoignages, à la fin, une personne dit il faut sans doute être courageux, mais surtout être curieux de soi et des autres pour décider un beau jour d'entamer une psychothérapie. Bien souvent, on s'y résout pour surmonter quelques difficultés, et elles peuvent être nombreuses. Voilà. Et cet homme a 50 ans. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a maintenant autant d'hommes, enfin de plus en plus d'hommes et de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi, mais beaucoup d'hommes aussi consultent dans les cabinets. Donc oui, vas-y Clémence, trouve une personne ressource pour t'aider à franchir le pas. Regarde déjà quelle approche une personne dans ton lieu de vie, voilà, qui est référencée. Regarde son site, écoute sa voix quand tu l'as au téléphone, si ça te convient, si ça te donne. Et puis, tu peux dire oui comme tu peux dire non si ça ne te convient pas. Et autre chose, je trouve très important, nous, dans notre école où j'ai été formée, on travaille sur notre présentation. Le premier entretien, tous les professionnels de santé devraient se présenter, dire voilà qui ils sont, quelques mots, leur formation, leur expérience de praticien pour praticienne. Et je me tourne vers Yannick, qui pourra nous lire un témoignage de Diane, je crois. Donc c'est Diane qui nous dit quelle belle initiative Marie-Ange. C'est très touchant de vous lire ou de vous écouter. Me concernant, j'ai démarré une thérapie un peu par obligation, car quand j'ai fait ma formation de coach à Lyon, il était demandé d'avoir un suivi thérapeutique. J'ai rencontré alors un thérapeute en analyse transactionnelle pendant plus de 2 ans. Je savais intimement depuis longtemps que j'avais besoin d'être aidé, mais je résistais avec ce sentiment bien ancré que je pouvais me débrouiller toute seule. Durant cette première thérapie, j'ai pris conscience que j'étais en burn-out, totalement coupé de moi-même. Quand ma thérapeute m'a proposé de rejoindre son groupe continu, j'ai paniqué. La perspective de partager avec d'autres m'a terriblement angoissé et j'ai arrêté cette thérapie. Ce premier travail avait mis en lumière mon mal-être profond, abyssal, et les liens entre mon histoire et mon surinvestissement professionnel. Quand je suis parti à Paris pour rejoindre mon conjoint, j'ai décidé de démarrer l'EFAPO et une thérapie avec un thérapeute APO, ou APO, je ne sais pas comment on dit, qui m'a suivi durant 10 années. J'ai pu accepter d'être aidé, j'ai mis des mots sur les croyances qui m'entravaient. Grâce à ce lien sécurisant et cet accueil inconditionnel de ma thérapeute, j'ai vécu un processus de transformation, m'autorisant à ressentir ce qui se vit en moi et dans mon corps, à accueillir mes émotions et ce qui m'anime. Je me suis ouvert aux autres avec plus d'authenticité. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de mon passé. Je sais me rassurer et me donner de l'amour. Je vis plus au présent et me sens apaisé. Je vous embrasse fort, avec des emojis sympathiques. Merci à Diane, merci pour la lecture. Oui, donc on voit bien que c'est un processus et ce n'est pas un long chemin tranquille ou un fleuve tranquille d'aller regarder, se regarder à travers le regard d'un autre, d'une autre. Hein. C'est un chemin qui peut être très éprouvant, déstabilisant, bouleversant, mais qui va nous amener de la lumière, de la compréhension et de l'amour de soi. C'est ce que aussi nous dit Diane dans son témoignage. J'avais quelque chose que je voulais préciser et c'est sorti. Donc oui, s'aimer soi et aussi devenir la personne la plus importante au monde à un moment donné. C'est pas pour être égocentrique, mais c'est de prendre ce temps, voilà, pour se poser et peut-être se reposer aussi, puisqu'on voit que beaucoup de personnes sont dans un activisme qui les empêche d'avoir du temps pour penser sur elles-mêmes. Hein, ce silence intérieur, qui a accès à ce silence intérieur, cet espace pour écouter la voix
de ses aspirations, de sa créativité, de ce qui est bon pour lui, voilà, et d'entendre. On voit bien que le corps est très important. Ah oui, c'était ça qui me revient, c'était par rapport à Clémence. Je voudrais aussi, au niveau des mots, je ne vais pas faire la pinailleuse de service sur la sémantique, mais c'est important. Il n'y a peut-être pas de gestion à avoir au niveau des émotions. On va laisser la gestion pour les chiffres. Et c'est peut-être le mot que je retiendrai, c'est plutôt accueillir. C'est difficile d'accueillir ses émotions. Je le vois bien. Même moi, hier, j'étais en supervision avec des collègues et il y avait un conflit qui se vivait dans le groupe. Et tout d'un coup, je sentais, et je me défendais, mon corps se défendait, un flot de larmes qui sortait. Et ça va vous paraître très étrange, mais souvent, quand on a des émotions très fortes, elles sont souvent en lien avec une histoire, une situation passée. Et à un moment donné, je me suis revue petite fille, à 3 ans, où ma mère va accoucher de son 3e enfant et mon père se sent incapable de s'occuper de nous. Et on va être mise dans une pouponnière, un home d'enfants. Donc imaginez la détresse de la petite que je suis à 3 ans, qui perd ses repères. En plus, mes parents n'ont pas mis de mots. En tout cas, il n'y avait pas cette parole contenant dire tu vas être emmené, on va revenir. Ça. Et je ressentais dans mon cœur un coup là, de poignard dans le cœur, ma cage thoracique, et un flot de larmes incontrôlable. Donc parfois, c'est vraiment à accueillir. Et j'ai essayé d'accueillir. Et j'avais aussi en face de moi une superviseuse formatrice très accueillante et très soutenante. C'est-à-dire que je pouvais lâcher cette émotion. Et de cette petite fille qui, en fait, à l'époque, n'avait pas été accueillie, consolée, réconfortée. Et les souvenirs, mais c'est des impressions corporelles, puisque je n'avais pas la réflexion de la petite. Je me sentais mal aimée, seule, terrorisée, sale, et puis j'avais l'impression, et j'avais une hantise, c'est mes cheveux, parce que bien souvent, je n'ai rien contre les éducateurs ou autres, mais ils ne savent pas s'occuper des cheveux bouclés, frisés, dits crépus, et j'avais une tignasse qui devait être horrible, que je sentais, et j'étais malheureuse. Alors, en plus, j'ai une mère qui, sur la coiffure, la tenue, voulait qu'on soit irréprochable. Et à ce moment-là, j'ai été prise de cette émotion. Donc parfois, on va avoir des émotions qui nous surprennent et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on va vouloir les taire. Et c'est ce que j'ai vu que mon corps essayait de faire, parce qu'en assemblée de professionnels, je voulais garder le cap. Et puis, comme je savais que c'était possible, j'ai laissé, et puis j'ai eu quelqu'un qui a été un groupe très soutenant. Donc, c'est-à-dire même à mon âge, à 58 balais, je peux être surprise moi-même par une blessure, quelque chose qui est encore présent, qui peut être réactivé par une situation qui est venue mettre le doigt, mais c'était très inconscient. Voilà. Moi, je me dis en t'écoutant que, et notamment en lisant les messages, on est en train d'arriver au terme de l'émission, mais je me dis qu'il faut qu'on soit aussi à l'écoute. Quand on est adulte, il y a des démarches que l'on peut faire à titre personnel, mais il faut qu'on soit aussi à l'écoute de nos enfants, qu'on sache aussi... l'écoute, ça paraît facile, en réalité, mais ça l'est pas tant que ça. Parfois, nos enfants peuvent avoir des choses à nous dire qui sont difficiles à entendre, qui vont nous remettre en question. Et on peut penser que ce sont des reproches, mais c'est simplement que nos enfants nous livrent leurs ressentis et des choses qu'ils ont vécues. Et il faut qu'on sache l'entendre. Je dis ça pourquoi ? Parce que là, Clémence nous demande quelle est la démarche pour contacter un psy. Et vous voyez, là, alors elle est mineure, en effet, et c'est un besoin qu'elle a. Il faut que ce besoin soit écouté, soit entendu. Et je fais référence à ça. Alors, vous le savez, je le dis souvent, je parle souvent de moi, de mes expériences personnelles. Donc j'ai des enfants et c'est quelque chose que j'essaie de faire très régulièrement. Parler, écouter. Alors en effet, il y a des choses qui ne sont pas faciles à entendre parfois, il y a des choses qui nous remettent en question en tant que parents, en tant qu'hommes, mais moi j'ai toujours vu et entendu des choses que j'ai considérées des choses qui pouvaient me faire avancer en tant que parent, parce que je crois que
on apprend tout le temps en tant que parent. Il n'y a pas, même quand nos enfants sont grands chez eux et autonomes, ils peuvent encore nous apprendre des choses. Et moi, j'ai grandi en tant qu'homme avec mes enfants, mais j'ai aussi grandi en tant que père. Et je continue à grandir encore en tant que père, parce qu'on voit nos enfants évoluer, on les voit changer, on les voit grandir, on les voit devenir des hommes, des femmes. On peut avoir plus ou moins des difficultés à l'accepter, à voir évoluer leur mentalité, leur corps changer, leurs désirs, leurs besoins, leurs envies. Et tout ça, en effet, ce sont c'est mon petit conseil de père et puis de citoyen lambda, mais écoutez. Soyez à l'écoute, observez. Votre enfant va toujours vous dire que ça va, et c'est pas forcément le cas. J'étais ce genre d'enfant qui disait que ça allait alors que ça n'allait pas forcément. Donc c'est important d'aller plus loin que le ça va, et d'observer et d'écouter aussi votre enfant, et surtout de essayer de ne pas porter de jugement rapide. Et ne pas balayer ça d'un simple revers de main qui veut dire c'est une enfant quoi. Sa vie est toujours plus difficile que celle de n'importe qui. C'est des réflexions qu'on a pu entendre, nous que j'ai pu entendre à titre personnel. Il faut faire très attention à ça. Alors je ne sais pas si on peut répondre à Clémence sur ça. On peut l'inviter à est-ce qu'elle a un aux parents ou à qui elle peut déjà en parler et dire peut-être écouter l'émission avec ce parent ou donner le lien pour le parent pour qu'elle puisse déjà être soutenue dans la démarche. Et puis ensuite, où est-ce qu'elle habite? Si elle veut nous envoyer un message... D'accord, Clémence, si tu nous entends, tu peux nous dire pour voir si on peut lui sans donner l'adresse, juste la ville, voilà, c'est pour voir si on peut lui donner des liens tout à fait. de thérapeute. Mais déjà, la première démarche, c'est pouvoir en parler à ses parents. Et j'espère qu'elle n'est pas en danger ou en insécurité, parce que là, c'est une autre filière. Tout à fait. C'est un autre. Donc déjà, elle peut utiliser, si elle a besoin avec son parent d'être appelée, moi je peux bien sûr volontiers le faire. C'est une régionale de l'étape, puisqu'elle est de Meaux. Ah, elle est de Meaux, ok, donc dans 77 à Meaux, ok, je note. Meaux. Comme on arrive à la fin, je ne vais pas redévelopper, mais ce que tu amènes, le thème de l'écoute, alors ça s'apprend, chers auditeurs, chères auditrices, vous allez voir que quand on se met en situation de simulation d'écouter l'autre, on voit bien que notre tendance est tout de suite de devoir répondre et de réagir et parfois même de couper la parole. Ça prend l'écoute. Alors, et le non-jugement. Et le non-jugement, ouais. Alors là, c'est peut-être pour toute une vie. Et nos enfants, vos enfants, neveux, nièces ou voisins, observez-les. Et identifiez quels sont vos filtres. Déjà, il faut faire retour sur soi. Quelles sont mes ornières ? Mes croyances limitantes, mes jugements, mes a priori. Si je veux que ma fille ou mon fils puisse sortir le soir, mais que j'ai la trouille parce qu'il va se faire violer, tabasser, voler, racketter, comment voulez-vous être tranquille quand votre enfant va vous parler? Même si je ne parle pas de choses incroyables. Donc, quels sont nos rapports à la sexualité, à l'argent, à l'éducation, l'insolence, qu'est-ce qui est insolent, les bêtises. Vous voyez que les registres sont vastes. Et là, on a tous des choses à aller balayer devant notre porte pour avoir des oreilles ouvertes. C'est peut-être aussi se dire, là, j'ai des limites. Je ne peux pas écouter. Et des fois, on va avoir besoin d'un tiers. Et parfois, on va s'engueuler, mais après, ça va redescendre et on va pouvoir se calmer de cœur à cœur. S'il n'y a pas de cœur, laissez tomber. Si vous êtes trop dans le mental, vous allez avoir dans une relation de domination, soumission. J'ai raison, c'est moi l'adulte, ferme ta bouche. Bon, là, c'est mort. L'enfant va se fermer et dès qu'il aura une difficulté, il n'osera pas en parler. Et s'il a la chance, comme on a parlé des grands-parents le mois dernier, ou un autre adulte référent qui lui fait du bien, il pourra enfin se confier. Par contre, c'est compliqué quand on n'a personne pour se confier. Et on voit bien comment la violence peut se retourner contre soi-même. La scarification, les addictions, la délinquance et autres. Bon. On pourrait en parler longtemps. Autre chose. On arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin, mais c'est si tu savais le nombre de témoignages que j'ai eu là qui parlaient de l'aspect genré, donc du sexe,
du fait qu'on puisse faire ou non en fonction du sexe que l'on a. J'ai quelqu'un, c'est Thomas, qui me dit, je vais le lire très rapidement parce que je trouve ça très à propos, peut-être que ça pourrait même faire l'objet d'une émission. Vous savez qu'on a une émission qui va démarrer dès la semaine prochaine qui s'appelle Antenne Libre. Bon, on a la libre antenne, mais pas trop, dont Lucas est l'un des animateurs d'ailleurs, qui est tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi à partir de 15h30 sur GFM La Radio. Mais on va avoir une autre émission qui s'appelle Antenne Libre, qui sera plutôt une émission du soir. On va pouvoir parler de sujets plus libres, plus libérés, et sans tabou. Et ça me fait penser, quand je lis ce message de Thomas me dit... je vais voir un psy et un jour j'ai décidé de changer. Pourquoi ? Parce que j'habite à Paris et dans la rue de mon psy il y a des magasins de charme. Je suis rentré un jour dans ce magasin et en ressortant j'y ai croisé ma psy. Ça m'a été très perturbant. On s'est regardé. Elle m'a dit bonjour. Je n'ai pas osé lui répondre. Depuis j'ai annulé les 3 rendez-vous suivants. Est-ce moi qui l'ai jugé ? Je me pose la question. Voilà, pour l'interrogation. C'est très intéressant. Oh là là. Et c'est dingue comme message. Ça m'a fait sourire. Non pas pour moquer Thomas, qu'il soit rassuré, mais parce que c'est un message que je trouve c'est très intéressant. Ça aurait été important de pouvoir retourner au moins en séance une fois pour en parler. Oui, ben voilà. Et là, il y aurait eu quelque chose qui aurait émergé. Et puis... on va aussi peut-être démythifier les psys. Eh oui, les psys ne sont pas forcément des sages, ni des saints et saintes. Oui. Et ils ont une vie. Et ils ont aussi parfois des problèmes. Bien entendu. Et il y en a peut-être quelques-uns qui sont... Je ne sais pas ce que c'est être exemplaire, mais elle peut avoir une vie coquine, dans le respect de soi et d'autrui. Et ça aurait été intéressant qu'ils puissent en parler. Et même... que la thérapeute lui dise qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas revenu, venez en parler, venez conclure ou se dire adieu si vous voulez arrêter, ou on fait le bilan. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais c'était une occasion formidable d'ouvrir. Bien sûr qu'il l'a jugé. Et sur quoi ? Voilà, quand on est psy, on ne va pas dans une boutique de charme. Ouais, en substance, c'est ce que je lis. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire en me disant, en fait, vous voyez que nos cerveaux peuvent être formatés. Mais nous le sommes. Par tout un tas de choses et que aller dehors, voir le ciel, voir la nature, voir des gens, ça ouvre terriblement l'esprit. Et ça, alors moi je dis ça parce que je suis quelqu'un de très libéré et de très libre et dans l'esprit également. Je considère qu'il faut ne jamais porter de jugement, même si je considère, on peut considérer qu'on est tous un peu juges dans l'âme, mais en tout cas sur les valeurs des uns et des autres, ça peut ouvrir terriblement l'esprit. Donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que le message était sympathique, était très marrant, et j'imagine, je m'imagine dans cette situation croisant mon psy en sortant d'un sex shop, parce qu'il s'agit de ça. Ça m'aurait plutôt fait rire, moi, ça m'aurait plutôt été marrant, et puis je l'aurais bien volontiers discuté avec elle. Mais juste de tout et de rien, sans forcément... Oui, justement, parler de sexualité, parler de l'amour, qu'est-ce que c'est la... Bon, ça ouvre. Ça ouvre, tout à fait. Et en t'écoutant, vous écoutant, et je remercie encore vos témoignages et questions, je voulais terminer avec, par rapport à l'écoute de soi, que nous avons tous, j'aime cette notion de thérapeute intérieur, et que moi, je vise à ce que chacun le développe, pour avoir moins besoin du thérapeute extérieur, même si c'est toujours un plus, parce que je reprends les termes, les mots du Dalai Lama, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous, il ne dépend que de toi et que de moi, et bien sûr que nous sommes dans une interdépendance. Je suis heureuse d'avoir animé cette émission en la présence de Lucas, d'Olivia, qui est partie s'occuper de sa fille, et de Yannick, et de vous tous, très chers auditeurs, auditrices, de nos amitiés qui nous ont témoigné à travers leurs témoignages poignants, sensibles. Merci du fond du cœur à tous et toutes. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous, en effet. Prenez soin de vous, et puis à très vite pour une nouvelle émission de Paroles Vivantes, et continuez à nous suivre sur les antennes de GFM La Radio et GFM TV pour nos différents programmes.
Sachez également que la prochaine émission que vous allez entendre de Paroles Vivantes sera une émission enregistrée qui vous sera diffusée au mois de juillet. Et pour s'ouvrir un peu l'esprit, nous partons un petit peu en vacances. Voilà, nous faisons une petite pause avec vous, mais on sera quand même là. Vous pourrez, au mois de juillet, et on verra aussi pour le mois d'août. Ce que nous ferons. Donc on sera quand même là avec vous. Malheureusement, vos messages, vous allez pouvoir quand même communiquer entre vous, mais ça sera une émission enregistrée, donc ça va être plus difficile pour nous de répondre en direct à vos messages. Néanmoins, on va vous poster, on va communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Vous pourrez envoyer vos messages en amont. Et on pourra y répondre si vous le souhaitez. Et j'ajoute, c'est un thème en lien avec le ressourcement, comment se ressourcer, se régénérer. C'était une idée qui a jailli de notre assemblée. Alors il y avait encore plein de messages. Je vous prie de nous excuser, mais c'est aussi, on est aussi victime de notre succès. Marie-Ange est victime de son succès. Cette émission fonctionne très bien et les plusieurs centaines de messages que vous lisez, rendez-vous compte, on en a lu pas loin de 40. Donc je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, on fait un petit tri, c'est pas forcément évident pour nous et ni pour vous. Mais en tout cas, vous êtes là, vous nous écoutez. Donc merci à vous tous. Merci à Lucas pour la réalisation de cette émission. Merci Lucas. Il n'y a pas de souci. Merci aussi à très vite. À Mimoun aussi, qui était au niveau des réseaux sociaux et qui communiquait un petit peu aussi avec vous. Merci à tous. Et portez-vous bien. Allô.